Jusqu'en mars 2017, au village nautique, à 2 pas de la place du Vendée Globe, une exposition consacrée aux explorateurs de l'océan à travers les âges est proposée. Mais laissons Michel Vrignot, figure sablaise de l'archéologie sous-marine et vidéo, nous la présenter. Oui, alors c'est une exposition tout à fait exceptionnelle, parce qu'évidemment elle parle de la mer, donc ça nous concerne au premier titre, mais elle fait référence à la vocation maritime des Sables d'Olonne ou du pays des Olonnes, même un peu plus large. Pourquoi? Parce que chaque module de cette exposition est en rapport avec un auteur, un aventurier ou un grand voileux des océans. C'est pour ça qu'elle s'intitule, comme vous le voyez, Les aventuriers de l'océan. Alors le premier module concerne Garcy-Ferrande, qui est né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui au XVe siècle, XVIe siècle, a établi le premier routier de navigation, donc c'est le premier guide pour aller en mer, puisqu'à l'époque on naviguait à vue. Et bien lui, il a fait par écrit, il a rédigé ce routier qui est quand même une référence historique. D'ailleurs, il y a eu de très beaux livres écrits là-dessus, notamment celui par Bernard de Maisonneuve, puisqu'il était de Croix-de-Vie. Donc c'est pas le pays des Olonnes, mais c'est juste à côté. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le premier module. Et dans ce premier module aussi, il faut dire qu'on a découvert la manière de naviguer en dehors d'être à vue, c'est-à-dire qu'on a navigué en connaissant la profondeur, ça c'était facile, avec un plomb de sonde, avec du suif pour savoir quelle était la nature du fond et la longueur du filin. Mais également, il fallait se repérer par rapport à la côte. Donc petit à petit, on a navigué à vue, comme je vous l'ai dit, mais également avec le sextant, avec les étoiles, et on a commencé à s'éloigner de la côte pour petit à petit se diriger par rapport à l'étoile polaire, par rapport au soleil, etc. Alors la latitude, on a très vite réussi à naviguer avec la latitude, mais la longitude, c'était plus compliqué. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a voilà. vu. C'est le grand routier qui naviguait à vue, et on voyait les amers par rapport au clocher, par rapport... il n'y avait pas de château d'eau à l'époque, donc c'était une dune, ça pouvait être une toiture, en général, c'était souvent les églises qui permettaient de se repérer en mer. Ça, c'était important. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est également la profondeur qui disait si on approchait du continent ou si on était très au large. Ça, c'était important. Alors, il y a des plombs de sonde qu'on voit plus loin sur les vitrines. Il y en a qui sont un peu plus récents, d'autres qui datent du 16e, 17e, et ils sont évidés à la base. On en voit un sur le gros, là-bas, qui est conique, parce qu'on mettait du suif. Et en descendant au fond, soit c'était du sable, alors des petits grains, soit c'était de la coquille, donc c'était un sable coquillé. Si c'était noir et que c'était de la vase, à ce moment-là, on disait, bon, on est sur un fond de vase. C'était une indication précieuse à l'époque, parce qu'il n'y avait pas des cartes aujourd'hui précises sur les granulats qu'il y a au fond de l'océan. Et donc, ça s'appelle les plombs de sonde. Alors, selon la vitesse du bateau, selon la profondeur, on mettait un plomb plus ou moins gros, plus ou moins lourd aussi. Ça permettait d'aller tester le fond. S'il y avait du courant, il fallait mettre un plomb un peu plus gros. Mais le petit, là, il y en a un qui est en forme de bouteille et l'autre en vase et l'autre qui est conique. Ça fait partie. Mais il y a toutes des thèses qui ont été écrites sur les plombs de sonde et c'est passionnant. Et les outils de navigation. Donc, le bâton de Jacob, le sablier pour mesurer le temps qui permettait de faire l'écart à bord du bateau et l'astrolabe qui permettait de naviguer par rapport aux étoiles, et notamment l'étoile polaire. Alors, nous nous dirigeons vers le module des corsaires, des pirates. Donc, on n'imagine pas ces gens-là sans armements, et notamment des canons. Alors, ce petit canon, qui date du 18e, qui est un petit canon très intéressant, il pèse 485 kg, et il est anglais. Et curieusement, il a une fleur de lys, qui normalement correspond aux armes de France. Eh bien, parce qu'il a été pris sur un corsaire, certainement anglais, il est devenu propriété française, et à la gouge, ils ont dessiné une fleur de lys. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est très rare, parce que d'habitude, il n'y a pas de fleur de lys sur les canons. Et là, il y en a une, ce qui prouve qu'il a été pris à des Anglais. Alors celui-ci, il a été récupéré où? Elle a été récupérée à côté de Rochebonne, sur un fond de 40 à 50 mètres, en 1988. Il pèse 450 kilos et c'est la mairie qui a fait reconstituer un affût aux normes de l'époque. Alors il y a une lettre mystérieuse, c'est le K. Même les spécialistes n'ont pas pu l'expliquer. Que veut dire cette lettre K? Est-ce que c'est la fonderie? Habituellement, la fonderie indiquait sa fabrication sur les taurillons. Mais là, c'est extraordinaire parce que ces petits canons,
nous introduit très bien, très bien aux pirates et aux corsaires. Un pirate ou un corsaire? Quelle est la différence d'ailleurs? Alors, la différence est énorme, mais parfois c'est un peu confus. Le pirate travaille pour son propre compte. S'il est prisonnier ou s'il est pris, ça lui risque sa tête, il risque d'être pendu. Par contre, le corsaire, c'est peut-être un pirate discipliné, mais qui a une lettre de marque du roi, d'Angleterre, hollandais, espagnol ou français. Donc il est en état de guerre, donc il peut très bien attaquer un vaisseau ou un navire d'un autre pays. Mais à ce moment-là, il faut qu'il sorte sa lettre de marque. Alors, il y a eu des confusions parce que des fois, les corsaires jouent sur des fois des équivoques et des fois, ils attaquent des bateaux qui sont des pays neutres. Ils n'ont pas le droit non plus. Donc, c'est assez compliqué. Mais c'est important de bien distinguer les pirates et les corsaires. Alors, Nololonois, dans lequel on est sur ce module, puisqu'il est du pays des Olonnes, c'était un insoumis, c'était un caractère un peu excessif, tellement excessif qu'il a été, lui, un vrai pirate, mais il est mort comme il l'avait mérité, puisqu'il a été mangé par les Indiens d'Amérique du Sud et aux Caraïbes, un peu plus sud, en Amérique du Sud. Donc, Nololonois, il est ici, c'est un peu son pavillon, si je puis dire. Alors, il est là en photo, là. François Nololonois. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des armes, des sabres d'abordage, des sabres plus réservés pour des officiers. Il y a également on appelle ça des haches pour monter à l'abordage des autres bateaux. Et ça, c'est intéressant. Ils ont de très très beaux objets. Bon, ils sont un peu plus récents, puisque d'après les affiches, il date de 1833. Mais ça, c'est intéressant parce que on imagine la férocité des combats quand ils montaient à l'abordage d'un bateau sur l'autre. C'était pas rien. Alors évidemment, on n'imagine pas les corsaires et les pirates sans trésor. Ça, c'est évident. C'est pour ça que dans ce module, on a reconstitué un coffre avec des doublons. Mais les doublons ne doivent pas être en or. Je ne crois pas. Autrement, il serait peut-être pas là. Et voilà un authentique. Alors là, c'est un authentique coffre d'époque, un coffre de corsaire. Voilà ce qu'on aimerait trouver au fond de la mer avec des lingots d'or, etc. Ça fait rêver. Il est fermé, mais ça fait rêver tous ceux qui ont cherché les trésors, les archéologues compris. Mais on peut toujours rêver. Le rêve fait partie un peu de la vie des aventuriers des océans, qu'ils soient en surface ou en dessous. Celui-ci, on sait, non? Ah, c'est un vrai. Non. S'il avait été dans l'eau, on verrait des concrétions et il y aurait des tas. Mais il est très intéressant parce qu'il est verrouillé pour pas qu'on puisse l'ouvrir puis abîmer les serrures. Mais il est absolument magnifique. C'est une pièce, on l'imagine très bien sous l'eau. On en rêve et c'est magnifique. Alors ce troisième module est intéressant puisqu'il évoque la pêche à la morue, et les Sables d'Olonne, comme on sait, sous Louis XIV, c'était le premier port morutier de France. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, il fallait conserver le poisson, et pour conserver le poisson, il faut du sel. Or, tous les marais qui sont à l'arrière, il n'y avait pas à aller très loin, il ne fallait pas aller à Brouage ou en baie de Bourgneuf, il suffisait de franchir un peu la zone, et à quelques centaines de mètres, il y avait les salines, et le sel permettait de conserver la morue. Et la morue, c'est une grande aventure française puisque le port des Sables d'Olonne a fait sa richesse pendant l'époque sous Louis XIV, puisqu'il y avait, je crois, plus de 80 bateaux qui faisaient cette pêche tous les ans et parfois 2 fois par an. Ils allaient jusqu'où? Jusqu'à Terre-Neuve? Jusqu'à Terre-Neuve, ils allaient jusqu'au Grand Banc, comme il disait, qui étaient des terres convoitées à la fois par les Anglais, ce qui fait que parfois, ils étaient escortés par des navires de la Royale pour être protégés des Anglais qui, une fois de plus, convoitaient un petit peu nos ressources maritimes. C'est une vieille histoire, hein, les Français et les Anglais, avec nos Oui, alors tout à fait, parce que c'est très facile à comprendre. L'Angleterre étant une île, pour subvenir à ses voisins en bois, en ressources minerais et autres, ils avaient besoin de colonies. Et comme c'est un peuple déjà de grands navigateurs, ils avaient besoin de ces terres, de cette conquête des océans et surtout des terres qui étaient aux autres extrémités. Alors, ils voyaient d'un mauvais œil que les Français
aillent sur le Canada, puisque c'était empiéter un peu sur leur zone dite réservée. Donc ça a été des grandes histoires des guerres de 7 ans, sous Louis XV, sous Louis XIV. Disons que en permanence, ça a été le danger pour les Français, puisque nous, Français, il fallait qu'on gère nos frontières terrestres et maritimes. Eux, il y avait que les frontières maritimes. On n'a jamais réussi à débarquer sur l'Angleterre. Le déclin de la pêche à la morue fait que la ressource petit à petit s'est aussi amoindrie. Il faut savoir aussi que l'influence commerciale de la morue a baissé en intensité, peut-être parce que la ressource, que je le pense, et il y avait d'autres raisons. Je pense que le commerce des Antilles a commencé à les fruits, le sucre, la canne à sucre, bien sûr, les cuirs, les pots. Il y a eu encore les pots au Canada aussi qui ont apporté beaucoup de richesses à la France. Et c'était surtout le commerce qui s'est diversifié, les épices, les Indes. Donc on s'est tourné vers d'autres richesses. Et puis il faut savoir aussi que peut-être aussi, il y a eu deux civilisations, celle du sel avec la morue et du sucre, qui a vraiment renversé la culture française, européenne, puisqu'à ce moment-là, on a fait des glaces, on a fait des sucres, on a fait du chocolat, on a le café, le thé. Il y a eu une révolution à ce moment-là. C'est la grande île de Saint-Domingue. Oui, alors voilà, Saint-Domingue, où il y a Haïti d'un côté et Saint-Domingue de l'autre, mais qui était entièrement française au départ. Et puis après, il s'est partagé avec les Espagnols, puis il y a une partie qui est restée française, qui est devenue après indépendante, Haïti. Oui. Le 4e module est réservé à l'Antarctique, puisque c'est encore un Sablé qui a participé à la grande expédition de la découverte des mers du Sud. Il faut dire que les terres continentales habituelles étaient déjà un peu connues. Par contre, les zones de glace n'attiraient pas trop les foules. C'était très difficile à y accéder. Et c'est Philippe Tesson qui a participé aux grandes découvertes à bord de l'Astrolabe, puisqu'il était de la Chaume. Et c'est lui qui a ramené des tas de documents. Alors, Dumont d'Urville, qu'est-ce qu'il est parti faire C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de cartographie, on cherchait à découvrir les nouvelles terres, explorer. Les aventuriers des océans veulent toujours aller voir plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est découvrir des terres qui n'ont pas été explorées sur place. Il y a des nouveaux habitants, il y a une nouvelle faune, c'est des paysages complètement nouveaux par rapport aux forêts équatoriales, etc., qui ont été aussi difficiles à explorer. Mais maintenant, cette zone des océans glaciaires, ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que c'est encore un Sablé, qui est Chaumois plus exactement, qui a participé à ces grandes expéditions, et on est très content que c'est encore en lien avec les Sables d'Olonne, puisque c'est l'occasion de découvrir un peu les éléments qu'ils ont découverts, les insectes en Amérique du Sud, et avant d'arriver tout à fait au pôle Sud, en l'occurrence. Ouais. On voit des instruments là. Alors, donc, typique 19e. Ah oui, alors même en plus ancien. Oui, ce sont c'est du 19e, hein, donc 1800. C'est quand même la période, c'est pas très vieux, hein, à bord de l'Astrolabe, en 1837. Donc, il faut dire que c'est pas beaucoup, mais c'est 150 ans. C'est énorme de voir maintenant. On y va presque en hélicoptère. Il y a des visites, des croisières qui se font dans l'Antarctique. Mais à l'époque, c'était vraiment extraordinaire parce qu'il fallait y aller, comme on dit. Il fallait découvrir la météo, les conditions de séjour. Donc, ils embarquaient, Dumont d'Urville embarquait des gens marins qui étaient passionnés de la découverte du passé de Cap Horn, aller voir sur ces terres. C'était encore l'aventure des terres inconnues. C'est un des premiers avec toutes les autres nations qui sont investis dans la découverte des terres qu'on avait négligées parce qu'ils étaient hostiles à la navigation, hostiles pour y vivre, la température qui descend bien sûr très bas, très très basse, puisqu'on est bien en dessous de zéro, les bateaux qui restent coincés dans la glace, etc. Donc c'est quand même une époque des grands découvreurs, vraiment qui est admiratif devant des gens parce que là c'était pas accessible à tout le monde. Il fallait que les bateaux soient résistants et que les équipages aussi. Alors les flancs, parce qu'en y allant, ils découvraient le long de l'Amérique du Sud des bestioles qu'ils ne connaissaient pas,
voyage au pôle sud, en Océanie, ils allaient aussi, ils en profitaient pour faire un petit tour. Oui, alors le dernier module, mais il est très intéressant, puisque ce sont les grands aventuriers d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous les coureurs du Vendée Globe. On ne va pas les nommer, ils sont nombreux. Cette année, ils vont être encore très nombreux. Donc, c'est un module très intéressant parce qu'en plus, on apprend plein de choses en écoutant les conférenciers qui parlent sur les écrans, mais on peut s'installer dans un module et on a l'impression, et on navigue vraiment, mais sans se mouiller, sans prendre de risques, vraiment au bout des océans, et ça, sans mal de mer, sans embrun, et on est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Ah ben, démonstration. Sur son fond vert. Ah! Donc nous y voilà, on est vraiment en plein océan, sans embrun, sans mal de mer, très confortable, on a envie d'y rester très très longtemps et on part en voyage pour l'aventure. C'est le but de cette exposition et on peut qu'inviter les visiteurs des Sables d'Olonne à passer un bon moment dans cette grande exposition.